Reprendre, il faut forcément mettre un billet sur la table et on pensait que c'était vraiment inaccessible pour nous. C'est pour ça qu'on s'était aussi orienté plutôt vers la création d'entreprise. Bon, évidemment, on a fait une première visite de l'atelier et puis après on est revenu une deuxième fois. On a été séduits par plusieurs choses en fait. La taille de l'entreprise, le produit fini et puis le fait de maîtriser tous les maillons de la chaîne en fait, la fabrication jusqu'à la vente. Chaque année, plus de 185 000 entreprises sont susceptibles d'être transmises. Mais près d'un tiers seulement changent de main. Pour réussir leur projet, les repreneurs mobilisent leur passion et un art consommé de la négociation. Je suis Agnès Séverin et je pars à la rencontre de repreneurs d'entreprises et de cédants qui nous partagent leur histoire dans le nouveau podcast d'Orange Pro, Changement de propriétaire. Je vous souhaite une bonne écoute de ce podcast. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Aujourd'hui, je reçois Lucie et Geoffroy de Pigneux. Ils ont repris l'entreprise BDCap en 2019. Ils sont accompagnés par Dominique Josselin, cofondateur de la marque BDCap. Nous sommes à côté de l'atelier BDCap. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Alors, Josselin Dominique, cédant de l'entreprise BDCap en 2019. Dans la vie professionnelle, en fait, j'étais plombier chauffagiste de formation. Et donc, en 1986, en fait, dans le bâtiment, je n'avais pas envie trop d'y rester. Et donc, avec mon épouse Isabelle, donc, on a décidé de créer une autre entreprise et faire quelque chose qui nous ressemble et qu'on avait envie de développer. Et donc, on s'est tourné naturellement vers les pulls. En fait, donc mon épouse tricotait beaucoup à la main. Donc, je ne sais pas si c'est une influence ou pas. Mais en fait, voilà, on s'est approché de ce métier-là. On a démarré petit. On a continué à progresser jusqu'en 2019 pour au bout de 33 ans, céder l'entreprise. Lucie de Pigneux, donc directrice générale. De mon côté, j'ai une formation d'assistante de direction avec une spécialité immobilier. Donc j'ai travaillé une dizaine d'années en gestion locative puis en promotion immobilière. Peu avant 2019, donc j'étais en congé parental en fait. Donc j'ai eu le temps de réfléchir un petit peu à ce que je voulais donner à ma carrière à ce moment-là. Geoffroy de Pigneux, président. Et moi, j'étais forfaitiste en production internationale. C'est la personne qui s'occupe d'organiser les voyages dans le tourisme. Et j'étais spécialisé dans l'événementiel, dans tout ce qui est organisation logistique de gros événements sur plusieurs jours. Donc vous avez complètement changé de vie. Alors on va commencer par vous, Monsieur Josselin. Comment avez-vous cédé BDCap en 2019 ? Voyant la retraite arriver, en plus nous étions propriétaires donc, du bâtiment. Et en fait, on s'est posé la question, une fois que l'échéance de la retraite arrive, que va-t-on faire du bâtiment ? Donc, on a proposé donc, en fait, à la mairie s'ils étaient intéressés déjà pour reprendre le bâtiment. Donc, ils nous ont dit, ça peut nous intéresser. Ils avaient des dates butoirs, donc on s'est dit, si le bâtiment est vendu, on va aller où quand on n'allait pas déménager ? Suite à la vente du bâtiment, donc on a été obligé de mettre notre entreprise en vente. Et de votre côté, donc vous étiez tous les deux salariés et vous vouliez devenir entrepreneur. De quelle manière ? Vous allez nous le raconter ? J'étais sur un projet de création d'entreprise pour, à la base, aider les personnes qui organisaient comme moi des voyages, leur faciliter la vie avec un outil informatique. Après avoir trouvé une quinzaine de clients, j'ai vu que ça ne mordait pas dans le sens que je voulais, donc j'ai décidé de faire une croix sur le projet. Et à ce jour-là, j'ai envoyé un mail à mon expert comptable qui me suivait sur ce projet. Et le jour même, il m'a rappelé pour me proposer de reprendre une entreprise, BDCap. Alors il nous a posé la question, est-ce que vous avez pensé reprendre une entreprise ? Non, on n'y avait pas pensé. Nous, on avait des idées de travailler dans un secteur qu'on connaissait, donc là, c'était le tourisme pour Geoffroy. Mais ça ne nous donnait pas l'idée de reprendre parce qu'on ne savait pas quoi reprendre et quel secteur. Le fait que notre expert comptable nous le propose, ça veut dire que c'est à notre portée. On ne pensait pas que ce serait à notre portée, en fait. Voilà, portée financière, parce que pour nous, reprendre, il faut forcément mettre un billet sur la table et on pensait que c'était vraiment inaccessible pour nous. C'est pour ça qu'on s'était aussi orienté plutôt vers la création d'entreprise. Bon, évidemment, on a fait une première visite de l'atelier et puis après, on est revenu une deuxième fois. On a été séduits par plusieurs choses, en fait. La taille de l'entreprise, le produit
fini. Et puis le fait de maîtriser tous les maillons de la chaîne, en fait, la fabrication jusqu'à la vente. On a eu plusieurs visites et on s'est vraiment senti en phase avec monsieur et madame Josselin. Et on a vu cette passion en eux qu'on avait envie de pérenniser, de prendre la relève pour continuer à fabriquer des pulls de bonne qualité. Il faut savoir que les pulls marins, ça nous parlait beaucoup, et ça nous parle toujours beaucoup d'ailleurs, parce que c'est vraiment un pull qu'on porte, moi, depuis ma tendre enfance, et qu'on apprécie beaucoup pour sa qualité, et de voir une entreprise comme ça qui fabrique des pulls, c'est bien un côté magique. C'était assez incroyable parce qu'on ne s'imaginait pas que 4 personnes puissent faire tourner une entreprise comme ça à fabriquer des produits aussi magnifiques. Ça, c'était déjà le waouh, c'est possible quoi. Parce qu'à l'époque, il y a monsieur et madame Josselin qui travaillaient ensemble, plus 2 salariés. Oui, plus 2 salariés au moment de la vente. Mais en fait, on était jusque 7 en tout. Voyant les années passer et voilà, la retraite arrivée, donc on a décidé quand nos salariés, certains sont partis en retraite, de ne pas les remplacer et de, quitte à diminuer un peu la production, mais de manière à avoir une entreprise qui soit déjà vendable et avec le minimum de personnel, le minimum, ce qu'il fallait pour honorer toutes nos commandes, bien évidemment. On a été très très occupés quand même. Oui, les entrepreneurs. Parce parce qu'on fabriquait à peu près de 10 à 12 000 pièces par an. Ça nous a pris toutes nos journées, tous nos week-ends, nos nuits aussi. Parce qu'on est parti, en fait, BD-Cap, c'est parti de rien. Au fil des années, on a investi dans le matériel, dans tout ça, pour arriver justement en 2019 à avoir une entreprise avec du matériel récent, un outil de travail qui est quand même performant. Si on n'avait pas investi toutes ces années dans le matériel, dans la progression, pour la fabrication, pour arriver à avoir une qualité de tricotage, une qualité de finition et tout, on ne serait pas arrivé là aujourd'hui. On n'aurait certainement pas vendu non plus, quoi. Il y a effectivement une exigence forte en termes de qualité. C'est vrai que le point sur lequel vous vous êtes rencontrés, c'est aussi cette importance donnée à la qualité du produit, cette exigence. Ça, c'est hyper important. Ça, c'était tout l'enjeu de la reprise, c'était de conserver la qualité de nos produits. Et j'étais assez heureuse parce qu'en début de semaine, on a mis en place les avis vérifiés sur nos commandes Internet. Et un client a dit « La qualité ne change pas et ne doit pas changer ». Et là, j'ai dit « C'est bon, on a réussi ». Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous avez été particulièrement attentif de votre côté et vous, des points, monsieur Josselin, sur lesquels vous n'étiez pas prêt à céder ? Alors moi, ce que je voulais absolument, c'est en fait que les pulls restent dans leur identité. C'est-à-dire conserver surtout la qualité pour en fait que BD-Cap survive à cette vente. Je voulais m'assurer que nos repreneurs allaient faire bien la même chose que nous et peut-être en mieux. Et en termes de prix, est-ce qu'il y avait des barrières que vous étiez mis ? Nous, on n'a pas voulu mettre trop cher parce que faut être dans le prix du marché, c'est comme tout. Si on est hors de prix, ça se vend pas. Et une entreprise qui n'a pas de repreneur, ça vaut 0. Nous, on a eu la chance d'avoir plusieurs candidats, donc on aurait pu céder différemment. Monsieur et Madame de Pigneux rentraient dans ce que nous on a connu, en fait, avoir une entreprise à eux et travailler vraiment. Le métier ne c'était pas ni des financiers, ni des gens qui arrivaient juste pour profiter du. Ils voulaient vraiment avoir, dans le même esprit que nous, on était au début, en fait, avoir une entreprise à nous. Et c'est plus dans ce sens-là, qu'on les a choisis, Mais ça s'est fait naturellement, Donc on a discuté un petit peu, parce qu'une vente, ça se passe jamais. En 15 jours, ça met du temps. Ça a mis à peu près 6 mois, à peu près, en gros, entre les premiers contacts et la finalité de la vente. C'est des échanges qui doivent se passer dans une vente. Effectivement, au niveau du prix, est-ce qu'on peut améliorer ? Vous, les acheteurs, ils veulent ce que nous, on ne veut pas. Et il faut trouver un terrain d'entente. Et puis, à la fin, on l'a trouvé. C'est ce qui est important, Et le bon prix, c'est celui qui convient aux deux parties et qui permet de conclure l'affaire. Voilà. Et vous, alors, quels étaient les points sur lesquels vous étiez attentif, peut-être sur les recommandations de votre comptable au début ? En fait, on a vraiment suivi notre comptable parce que c'est lui qui, avec les chiffres des bilans précédents et notre capacité à solliciter... notre capacité financière, en fait. Il fallait conjuguer les deux.
Donc c'est lui on s'est vraiment remis à lui pour toute la négociation. Et c'est vrai que c'était un moment assez intéressant. Enfin, moi, on était là en spectateur avec nos consignes, mais on laissait faire en fait. Et moi, c'est un moment qui m'a beaucoup marqué. Cet échange entre experts comptables. Oui, parce que des fois, on n'a pas forcément les mots qu'un expert comptable peut avoir, et ils sont plus à même, eux, de par les chiffres que nous. Nous, on les connaît, enfin, nous, on les connaissait. Notre gestion comptable, on la connaissait quand même depuis un moment, donc on savait où il fallait aller, où il ne fallait pas aller. Donc, voilà. Mais on laissait notre expert comptable parler à notre place, et c'était très bien, quoi. Il faut vraiment des experts pour discuter sur ces sujets-là, parce que c'est vrai que nous, on arrivait du salariat, en fait, on n'avait pas les bons repères, les réflexes à avoir pour négocier. On ne les avait pas encore. Alors, on va parler du financement. Comment ça s'est passé ? Alors, le financement... en fait, avant même d'avoir les prêts bancaires, mais c'est surtout qu'on s'est appuyé de deux réseaux, le réseau Initiative et le réseau Entreprendre, pour obtenir des prêts à taux zéro. Ces prêts qui ont été accordés nous ont donné de la légitimité ensuite auprès des banques pour avoir les prêts. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a été accompagnés donc pendant 2 ans avec le réseau Entreprendre. Donc on a eu un parrain qui est venu une fois par mois nous voir. Il était là pour nous coacher en fait. Et puis pareil, une fois par mois, on avait des réunions avec d'autres entrepreneurs qui avaient repris comme nous ou créé. Donc tout ça sur la période des 2 premières années en fait. Donc c'était assez enrichissant de ne pas se sentir seul. Vous aviez un apport ou non ? C'est très indiscret ma question. Oui. Oui, on avait un apport, oui. Un apport d'environ 50 000 euros. Alors, on a pu l'avoir parce qu'on a fait le choix de vendre notre maison quand même. Parce qu'à un moment donné, on a besoin d'investir. Donc, les banques, elles ont besoin d'un apport. Aujourd'hui, si on n'a pas d'apport, je ne pense pas que ce soit envisageable. Elles ont besoin d'une garantie, les banques. De voir qu'on est investi, en fait. Et est-ce qu'il y a des moments où vous avez eu un peu peur, justement, de vendre la maison et de se dire, je mise ce capital ? Non, vraiment aucune crainte. On était tellement heureux de pouvoir reprendre une entreprise telle que BDCap qu'au contraire, c'était plutôt un honneur et comme un rêve. Est-ce que vous aviez un petit peu des modèles dans le monde de l'entreprise qui peut-être vous ont guidé presque inconsciemment ? Alors moi, je dirais le meilleur modèle que j'ai eu, c'est mes parents. Eux, ils ont une entreprise qui était distributeur de boissons, de café, tout ça. Et ils faisaient tout le sud de la France, donc ils avaient 5 agences et ils travaillaient en couple. Et c'est quelque chose qui m'a toujours branché. D'ailleurs, je t'avais prévenu, quand on était fiancés, je me disais, tiens, j'aimerais bien qu'on travaille en couple un jour, en tenant notre propre entreprise. Et... Ouais, il me l'avait dit très tôt. Et moi, il n'y a pas d'entrepreneur dans la famille, je lui dis, waouh, où je vais, quoi. Je me jette à l'eau. Je fais confiance. Donc, non, c'était le meilleur exemple pour moi. Et il travaillait beaucoup, mais... C'était une belle entreprise qui tenait. Alors, j'ai pratiquement pas connu mon père, parce qu'il est mort quand j'avais 6 mois. Mais j'ai toujours eu cette image de mon père comme quelqu'un qui savait faire du business, qui savait vraiment se tenir, être un bon chef d'entreprise. Oui, il y avait ce symbole qui vous guidait un peu. Et vous aviez peut-être un petit peu mis en sommeil cette idée. Comment est-ce qu'elle a ressurgi entre vous ? Vous en parliez souvent, vous sondiez votre épouse ? Disons qu'avant de reprendre l'entreprise, faut rouler sa bosse. Donc, moi, j'ai pas mal roulé ma bosse dans l'événementiel. J'ai beaucoup travaillé, parce que dans l'événementiel, pour qu'un événement se passe bien, on compte pas ses heures. Et puis, à un moment, cette idée mûrait de plus en plus dans ma tête de créer une entreprise, de suivre un peu la voie de mes parents. Et j'avais déjà une idée qui commençait à bien mûrir, donc c'est comme ça que j'ai commencé à lancer mon projet. Ouais, de mon côté, 10 ans sur un même poste, en fait, c'est déjà beaucoup. Je m'étais posé plusieurs fois la question, je fais quoi après ? Et voilà, j'avais besoin de changer. Parce que voilà, quand on a fait le tour, on a fait le tour, on maîtrise parfaitement son poste, on veut utiliser ses compétences pour autre chose. J'étais très à l'aise sur beaucoup de choses, puis j'avais vraiment aussi cette envie d'entreprendre. C'est vrai que, on en avait discuté en couple, mais non, j'avais envie de faire quelque chose aussi moi-même, de mes mains. J'avais déjà pris des initiatives dans mon travail, et je voulais les faire pour moi cette fois-ci. Vous aviez prévu d'embaucher monsieur et madame Josselin pendant 2 ans pour assurer la transition. Pourquoi une période si longue ? La période de transition a duré 3 ans et demi. Monsieur Josselin est resté dans l'entreprise. Pendant 2 ans et demi, il m'a montré vraiment le tricotage. On était vraiment ensemble à tricoter pour que je découvre vraiment le savoir-faire et que j'apprenne à le maîtriser. Monsieur Josselin qui s'est proposé de rester pendant 1 an pour après faire un feedback
du tricotage. Donc ça permet d'assurer encore plus le savoir-faire et le pérenniser encore plus. Et ça, c'est vraiment une chance énorme. Il n'y avait pas tellement le choix, de toute manière, quand ils sont arrivés, ne connaissant pas le métier. Il fallait absolument en fait, que M. et Mme Depigneux rentrent dans la fabrication, et notamment M. Depigneux pour ce qui est des machines à tricoter. Les machines à tricoter, ce n'est pas aussi simple. Même quand on les voit tourner, on se dit c'est facile, mais non, il y a beaucoup de choses à apprendre avant et à voir et à comprendre la maille. C'était très important en fait, que M. Depigneux soit très à l'écoute. Et je remercie encore aujourd'hui parce que c'est ce qui montre aussi la pérennité de l'entreprise BDCap. Tous les petits détails que le client ne va pas voir, nous, on est obligés de vraiment les prendre en amont pour vraiment qu'il n'y ait pas de défaut, quoi. C'est hyper important, quoi. Donc, parce qu'un petit défaut au début qu'on ne voit pas, voilà. C'est vrai que ça peut porter à beaucoup de pertes de panneaux, de mauvais tricotage et tout. Et donc, ça ne rentre pas dans les cases du pull marin, du bon tricotage, du bon serrage, et voilà, pour la solidité, la durabilité du produit. Justement, on a vraiment passé ça en priorité dans la transmission du savoir-faire. C'est pouvoir continuer à faire des pulls de bonne qualité, avec une maille bien serrée. Et ça demande une attention particulière en apprentissage sur le tricotage essentiellement, chose que M. Josselin m'a très bien transmis, où il faut être attentif aussi bien au tricot qui sort de la machine qu'à la qualité du fil. Il faut savoir en fait déceler quand quelque chose ne va pas sur le tricotage, d'où ça peut venir. C'est une belle aventure parce que on appréhendait un petit peu quand on a repris l'entreprise comment ça allait se passer, puis en fait deux patrons ensemble peuvent très bien s'entendre quand chacun reste à sa place, et j'ai vraiment pris ma casquette d'apprenti pour suivre Monsieur Josselin qui a montré comment faire et a été vraiment un très bon professeur à ce niveau-là. Et vous, Madame Depigneux, quel est votre rôle aujourd'hui au sein de BDCap et quel était votre rôle au moment de cette passation ? Aujourd'hui, je m'occupe davantage de la partie commerciale, boutique, web, traitement des commandes, devis, facturation. À mon arrivée en 2019 à BDCap, j'ai passé 2 ans en confection pour maîtriser une grosse partie l'assemblage du pull, donc l'étape après le tricotage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand il y a des maladies, des absences ou des congés, je viens en renfort quand c'est nécessaire et la production continue. En toute humilité, ce sont les salariés qui nous ont appris. Il y avait Isabelle Josselin qui m'apprenait, Mélanie m'ont montré comment faire aussi. Et c'est un travail d'équipe, en fait, finalement. On ne peut pas garder son savoir-faire pour soi-même, c'est quelque chose qui doit se partager pour la survie de l'entreprise, en fait. Voilà, c'est... Enfin, moi, je vois ça de mon point de vue. Nous, on sait à peu près tout faire, moi et mon épouse. Donc, en fait, je pense que les repreneurs, une petite entreprise comme ça, il faut qu'ils sachent aussi tout faire, pouvoir tout faire, quoi. C'est très important. In fine, voilà, vous avez un problème de salarié malade, un truc comme ça, vous pouvez prendre la place. C'est compliqué des fois, c'est sûr, mais il faut faire un peu plus d'heures quand il y a une personne qui est absente. Mais en même temps, la production ne subit pas une perte et tout ça, quoi. Voilà. On ne peut pas être que derrière son bureau quand on reprend l'entreprise. Il faut faire une petite entreprise comme ça. Il faut absolument être aussi à la production. Et voilà, c'est hyper important. Et nous, c'est toujours ce qu'on a toujours fait. Moi, je ne me voyais pas derrière un bureau non plus. Donc, mon vrai métier, c'était de fabriquer des pulls. Donc, voilà, on s'est toujours employé à ça. Et c'est intéressant ce que vous disiez, parce que finalement, avant de revenir, de venir chez BDCap, j'étais derrière un bureau tout le temps. Donc du jour au lendemain, vous imaginez, j'étais derrière un bureau et je suis passé derrière les machines à tricoter, debout toute la journée, à peaufiner les machines, à les graisser, à huiler, à les mettre en production, à tout vérifier que c'est impeccable, à mettre des bobines. Et à passer aussi un peu de temps derrière l'ordinateur, bien sûr, mais c'était très intéressant et ça m'a fait beaucoup de bien. C'est ce que j'espérais d'ailleurs, de faire quelque chose de concret. Si vous ne pouvez pas savoir le bien que ça fait, même j'ai des témoignages avec des stagiaires que j'ai eu récemment, juste le fait de toucher la matière, de défiler les panneaux, de sentir la matière dans ses doigts et de voir qu'on est à une étape qui permet d'avoir un produit fini, puisqu'on travaille en équipe pour faire un produit fini, un pull.
ça compte tellement que ça m'a vraiment changé. Et ça m'a apporté beaucoup de bienfaits. Et c'est intéressant aussi dans les questions de reprise, il y a ces questions d'évolution. Quelle était votre vision un petit peu des changements que vous vouliez impulser, auxquels vous avez réfléchi pendant la période de transition qui a duré presque 4 ans? Le premier réflexe, c'est quand on a découvert BDCap, on s'est dit BDCap c'est formidable, BDCap mérite d'être connu. Donc on va tout faire pour mieux le faire connaître. Et c'est ce qu'on a fait, on a commencé à lancer un site internet et puis on a essayé de communiquer pour mieux faire connaître les pulls BDCap et mieux les vendre en direct. Donc on a utilisé les réseaux sociaux, donc, parce qu'il n'y avait pas de compte réseau social, donc il n'y avait pas de site web, donc on a ouvert d'autres canaux de vente. Et puis aussi, on a retravaillé l'image du logo. Et ça, c'était, je dirais même, la première chose qu'on ait fait. Je me souviens encore, on avait eu des propositions de logo et on a sollicité l'ensemble de l'équipe BDCap pour avoir son avis. Parce qu'on ne voulait pas prendre la décision seul. C'est eux qui étaient dans l'entreprise avant nous et on voulait voir comment est-ce qu'ils se projetaient sur une nouvelle image. Et en fait, on est tous mis d'accord. Ça, c'était extraordinaire. On a les mêmes goûts. Enfin, on imagine... BDCap ensemble en fait, déjà rien que sur le visuel. Et après on a affiné au fil du temps le site web, ce canal de vente là spécifique, et on a fait les choses simplement par nous-mêmes, pour que ça ne coûte rien. Donc c'était pas forcément fait de manière optimum, mais on l'a perfectionné. Et c'est un site qui a duré quand même 5 ans. Donc aujourd'hui on l'a refait en novembre, avec un vrai professionnel cette fois-ci, parce que l'autre était obsolète, et puis on veut continuer sur ce canal de vente-là spécifique. C'est un canal de vente important aujourd'hui pour vous, le web? C'est on va dire c'est du beurre qu'on met dans les épinards. Mais c'est pas le canal de vente le plus important, loin de là. On fabrique toujours pour les professionnels, donc on fabrique la moitié des pulls environ pour BDCap et la moitié pour les professionnels à peu près. Pour les professionnels, c'est des marques ou des écoles, des pulls d'uniformes pour les associations, pour des scouts ou sinon pour des entreprises. Enfin, la boutique physique marche mieux aujourd'hui que le site web. C'est pour ça qu'on fait des efforts spécifiquement. Là, ces derniers mois, on a fait des efforts importants pour développer justement les ventes web pour que, dans l'idéal, ça s'équilibre avec la boutique. Il y a même peut-être que ça soit encore plus fort. Mais écoutez, on vous le souhaite. Et ça permet de vendre, j'imagine, peut-être partout en Europe. Vous livrez essentiellement en France ou via le web? On livre essentiellement en France. On a des particuliers étrangers qui nous commandent. Aux États-Unis, en Suisse, en Allemagne, en Belgique notamment, en Suède aussi. L'export avance tranquillement, j'ai envie de dire. D'abord avec les particuliers, puis ensuite en fonction des ventes de particuliers. Je pense que ça nous aidera sans doute à choisir un pays de développement à l'export, mais ça, ce sera plus tard. Et dans les changements que vous avez impulsés, au départ, vous aviez effectivement un magasin d'usine au sein de l'atelier où nous sommes aujourd'hui, et vous avez créé une boutique tout à fait bien placée en centre-ville, sur la rue principale, c'est ça, hein? Effectivement, ça c'était aussi un des premiers... Enfin, je veux dire, on a eu le logo, on a eu le site web, mais on avait aussi le déménagement du magasin qui est important parce que l'atelier n'est pas situé aujourd'hui sur un axe passant. Et la boutique était dans l'atelier. Donc on s'est attaché à trouver un nouveau local avec de la visibilité. Et de fait, dès le moment où on a changé la boutique de place, le chiffre d'affaires a augmenté en vente directe. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez changées depuis que vous êtes seul à la barre? On a pris une décision importante il y a quelques mois. C'est de commencer à faire des pulls à la demande. On s'est rendu compte que les clients voulaient des pulls de telle couleur et qu'on l'avait pas en stock, mais on pouvait pas forcément faire une série juste pour une ou deux demandes. On avait vraiment à cœur pourtant de trouver pouvoir satisfaire le client. Donc on a proposé de faire les pulls à la commande. On le faisait déjà avant, mais là c'est plus officiel. On peut le faire directement sur notre site internet et on peut le faire de façon interactive, c'est-à-dire qu'on peut choisir la couleur du pull et l'encolure et on voit ce que ça donne en fait. On peut créer notre pull sur le site internet, puis après nous on le fabrique une fois que la personne a créé son pull sur le site. Et comment avez-vous vécu ces changements, Monsieur Josselin? Je les ai vécus assez bien, à partir du moment où moi je n'étais plus aux manettes, quand chacun restait à sa place. J'étais un conseiller. Voilà, monsieur et madame de Pigneux m'ont écouté quand même sur pas mal de choses. Ça ne pouvait pas se passer autrement, de toute manière, pour une bonne reprise et une bonne continuité. Donc les conseillers ne sont pas les payeurs, donc voilà. À partir de là,
ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Mais bon, voilà, ça c'est... Et des remises en question, c'est à vous maintenant de les reprendre. Hein. C'est tous les jours les remises en question qu'on a dans l'entreprise. Donc, il faut absolument s'accrocher à ça et se dire, aujourd'hui c'est bien, mais on peut peut-être faire mieux encore demain. Donc, c'est ça une entreprise en fait, quoi. Comment on peut la faire mieux évoluer dans le temps et surtout conserver un produit qui soit toujours identique et pérennisé au maximum, quoi. Quels sont les invariants du pull marin BD-Cap et quelles sont les évolutions en termes de style que vous avez voulu impulser? Il y a certaines couleurs qui ne changent pas, hein, les grands classiques, des couleurs chinées que les Josselin avaient mis en place, qui marchent bien, que d'autres concurrents n'ont pas. On les conserve parce que c'est des produits qui sont identifiés BD-Cap. Enfin, on a renouvelé notre parc machine à l'atelier en 2021. Et grâce à l'innovation technique des machines, et à la tendance actuelle aussi de la mode et à l'investissement de nos tricoteurs, j'insiste là-dessus aussi. On a donc innové sur des modèles de pull marin avec des coudières intégrées. C'est un projet qui me tenait beaucoup à cœur pour pouvoir montrer un peu un pull avec un nouveau look. On a fait en forme de poisson, en forme de bâbord-tribord. On a fait différents motifs que vous pourrez retrouver sur notre site internet bdcap.com. J'ai passé beaucoup de temps au développement de ces motifs, pour vraiment acquérir cette nouvelle technique de tricotage pour pouvoir être autonome aussi dessus. C'est là où je suis assez content, c'est que c'était un peu un pari de faire des pulls à coudière comme ça. Et maintenant, c'est un pull qui se vend très très bien, donc c'est un pari gagné. La coudière, d'habitude, c'est quelque chose c'est un petit accessoire, une pièce qu'on coud quand on a des pulls un petit peu usés. Et là, elle est fondue dans la maille, elle est intégrée dans la maille. Et ça vous permet donc effectivement de varier les motifs. Avec quelle régularité vous proposez des nouveautés? Là, pour l'instant, pas beaucoup. On se concentre vraiment pour sortir en grande série et peaufiner les programmes sur ce qu'on a déjà fait. Puis on a une production qui est bien chargée, donc on continuera à faire d'autres motifs après quand on aura eu le temps de plus se poser. Monsieur Josselin a très bien dit tout à l'heure, et je rebondis là-dessus, il faut toujours se remettre en question et toujours essayer de se perfectionner. Donc quand je vous disais qu'on peut travailler sur la qualité des pulls, là pour les motifs c'est un peu pareil. On va d'abord s'attacher à faire quelques modèles, puis après les faire bien, les faire très bien. Et puis ensuite passer à d'autres. Ça va un peu à la compte de la société aujourd'hui, on veut toujours faire tout trop vite. Là on veut d'abord faire bien. Et ensuite vite. La qualité, effectivement, et l'internalisation de la fabrication, ça signifie des investissements, vous l'avez dit. Vous avez eu un petit peu 2 phases d'investissement. J'imagine, évidemment, la reprise de l'entreprise et des locaux, la nouvelle boutique. Et très, très vite, en fait, 2 ans après, vous investissiez dans des nouvelles machines. Je suis conseiller de M. Josselin, qui m'a conseillé fortement de changer les machines. Et je le remercie, c'est un très, très bon conseil. Normalement, on ne devait pas besoin de changer les machines, ce n'était pas forcément nécessaire. Mais c'était un bon conseil pour être toujours au top au tricotage. Et c'est hyper important. Voilà, si on veut continuer à faire des bons pulls, il faut toujours avoir une meilleure machine et qui sorte le mieux. Quand on a des situations comme ça où on se dit tiens, il y a quelque chose qu'on pourrait faire, un petit défi, on cherche après des solutions pour pouvoir réussir ce petit challenge. Alors vous êtes très modeste, parce que petit défi, ça veut dire quand même une certaine audace en termes financiers pour investir dans des machines. Oui, exactement. Et, en fait... on a fait un très bon coup là-dessus. C'est pas interdit. Donc voilà, on a juste proposé à des banques de nous aider en mettant les machines en leasing, mais avec de telles conditions que c'était très avantageux pour nous, tout simplement. Alors comment les équipes ont réagi à cette transition, d'abord à l'annonce de votre départ, Monsieur Josselin et votre épouse? Donc on leur a annoncé déjà qu'on voulait mettre en vente et surtout on leur a proposé. Donc, on avait 2 salariés. S'ils étaient susceptibles de pouvoir reprendre l'entreprise, parce que donc, ça, c'est les règles. Et donc, ils nous ont répondu que non, ça ne les intéressait pas, parce que ce n'est pas forcément les... Enfin, je ne sais pas, c'était leur décision. Donc, sachant on arrivait à un âge avancé, donc il fallait forcément prendre une décision. Et eux, je pense qu'ils avaient... leur avenir était en jeu, donc savoir où ils allaient tomber. Donc, il y avait quel repreneur et tout. J'aurais dit, mais vous inquiétez pas, de toute manière, les gens qu'on va choisir, je m'efforcerai qu'ils gardent vos postes et que ça ne change rien. Donc ça s'est fait comme ça. Bon, après, c'est un tout, en fait. Quand on vend une entreprise, est-ce que le produit va rester identique? Est-ce qu'ils vont conserver les salariés? Il y a toutes ces questions-là qui se posent.
On s'est engagé à pérenniser l'entreprise. On n'a pas fait de changement brusque, on a fait un changement en douceur dans le but de pérenniser l'entreprise de notre mieux, de mieux possible, quoi, pour que ça se passe bien, et notamment avec l'équipe, les salariés et tout ça. Donc il n'y a pas vraiment de sujet là-dessus. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que vous êtes à la barre de BDCap. Où en êtes-vous aujourd'hui ? C'est vrai que quand on fait le bilan, on se dit waouh, on a fait tout ça, quoi. On a fait un beau parcours, mais il y a encore beaucoup de choses à écrire. Sans forcément aujourd'hui savoir exactement quoi, mais on a les grandes lignes quand même, hein, on voit à peu près. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de travail ces derniers temps sur la visibilité, sur le style, sur le sur-mesure. Et maintenant, il faut que ça crache, quoi. Voilà. On a tout préparé pour que ça fonctionne et on va s'en donner les moyens. Là, c'est le passage à l'échelle. Vous voulez augmenter un petit peu vos objectifs, vos ambitions en termes de chiffres ? Ouais. Tout est prêt, en fait. Voilà, on a encore l'apprentissage. L'équipe se renouvelle, hein, donc on s'étoffe un peu. Donc on est encore en phase d'apprentissage pour certaines personnes. Et vous, Geoffroy et Lucie, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Ce qui m'a le plus marqué, c'est peut-être quand je suis allée servir le client pour la première fois dans le magasin. Parce que j'avais jamais fait ça. Et puis, c'est des produits qu'on fabriquait, qu'on vendait en direct. Enfin, voilà, quand on touche le client final, il y a toujours un sens fort, je trouve, parce qu'on a mis tout son cœur sur le produit, et le client achète, il est content, il nous fait des retours. Ça a du sens, et ça, c'est spécial, en fait. Moi, le moment le plus marquant, c'est quand j'ai découvert BDCap, qu'on a fait connaissance pour la première fois. Je me suis dit, mais c'est un rêve de pouvoir reprendre une entreprise comme ça. C'est un rêve, et je ne pensais pas qu'on arriverait. Et en fait, on a réussi, mais on est très, très heureux, quoi. Très très heureux d'avoir réussi à avoir ce rêve. Enfin, quand on a un rêve comme ça et qu'on se dit waouh, si je pouvais le faire, et qu'au final on y arrive et puis ça se passe bien et puis ça continue, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Parce qu'en fait, il y a un côté impressionnant. La première fois qu'on rentre dans l'atelier, il y a le bruit assourdissant des machines et les machines sont quand même assez grosses. Et ça, c'est impressionnant la première fois qu'on rentre. On se dit c'est comme ça qu'on fabrique et ça peut devenir un quotidien. Au moment où on visitait la première fois. C'est vrai que ça, c'est marquant aussi. En tout cas, félicitations. Et je sais que les auditeurs du podcast Changement de propriétaire vont apprendre plein de choses. Et je suis sûre avoir envie de reprendre une entreprise parce que votre travail en bonne entente et bonne intelligence est très stimulant. Est-ce que vous auriez, les uns et les autres, un conseil à donner à un repreneur ou une repreneuse ? De bien choisir ses repreneurs, même si on ne connaît pas trop les gens. C'est ça le plus compliqué, quoi. Et surtout... qu'ils puissent reprendre en fait la même ligne de ce que l'entreprise fabrique dans les premiers temps pour pas mettre en danger l'entreprise. Ça, c'est important. Après, les évolutions, ça se fait au fil du temps. Et... Moi, je dirais qu'il faut être bien entouré, que ce soit en expertise comptable ou en communication. Enfin, au début, sur certains sujets de com, par exemple, on a voulu faire tout nous-mêmes, en fait, mais on n'est pas bon partout. Chacun, on a tous une expertise, donc ça c'est très bien, mais il faut savoir déléguer sur d'autres sujets. Et ça, on l'a appris un peu tard sur tout ce qui est communication, photo, rédaction web, par exemple. Vous voyez, aujourd'hui, on a une belle équipe avec qui on travaille, on a un beau résultat, et c'était plus difficile au début. Donc, ne pas hésiter dès le début à bien s'entourer. Pour toute décision importante, et notamment la reprise d'une entreprise, c'est de bien prendre le temps d'avoir tous les éléments pour qui puissent aider à la décision avant de prendre cette décision. Ça, c'est hyper important. Et une fois qu'on avait tous ces éléments pour prendre cette décision, on se dit qu'on va prendre la meilleure décision possible à ce moment-là. Et on ne pourra pas la regretter parce qu'on a pris avec tous les éléments qu'on avait. Donc il n'y a aucune remise en question qui puisse être faite après. Second conseil, c'est anticiper la reprise, avoir une longueur d'avance. Nous, on a fait nos sites internet avant de reprendre l'entreprise. L'anticipation, effectivement, est un peu un maître mot. Et c'est vrai que la passion n'empêche pas la raison dans les négociations, j'imagine. Également. Merci beaucoup, Madame et Monsieur Depigneux, Monsieur Josselin. Merci à vous. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Ma visite au sein de l'entreprise BDCap se termine. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous, à le partager ou à laisser un commentaire. Découvrez également tous nos conseils pour les entrepreneurs dans le magazine d'Orange Pro.
Dans le prochain épisode de Changement de propriétaire, je vous emmènerai dans les ateliers de la plus vieille biscuiterie normande. Après 5 liquidations judiciaires, elle renaît aujourd'hui de ses cendres grâce à son dernier repreneur. À bientôt!